Bonjour, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau format, pour cette nouvelle étape de votre formation qui vise à faire de vous de grands orateurs et de grandes oratrices, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont des choses utiles et importantes à dire et qui savent comment les dire bien. Ce nouveau format, c'est la controverse philosophique. Cela veut dire que nous allons débattre sur le juste, sur le beau, sur le vrai, sur la meilleure organisation politique, sur ce qu'est la vie bonne, sur ce qu'est le sens de la vie, sur toutes les grandes questions philosophiques. C'est important de faire ça, car ce sera un bon complément aux autres contenus que vous trouvez sur les deux chaînes. Donc vous avez sur la chaîne principale des analyses qui vous permettent de vous approprier des techniques rhétoriques, des outils rhétoriques, des concepts rhétoriques de niveau avancé, et puis sur la chaîne secondaire, vous avez des exercices de rhétorique qui visent à développer votre force persuasive, qui vise à vous habituer à utiliser des plans de discours, qui vise à développer votre style. Nous lisons également ensemble de beaux textes pour stimuler notre imagination, pour développer notre culture, pour affiner notre sens esthétique. Et là, dans ce format, nous allons travailler sur votre capacité à produire et à défendre des idées, nous allons cultiver votre compétence logique et votre puissance dialectique. Ce sera donc un bon complément à ce que nous faisons ensemble actuellement. Mais il y a une autre raison pour laquelle j'ai décidé de lancer ce format qui est peut-être plus fondamental. C'est une manière de ne pas être le jouet de l'idéologie des autres. Parce que vous allez vite vous rendre compte que les positions que nous prenons sur les grandes questions philosophiques ont des conséquences politiques et éthiques. Si vous considérez par exemple que l'homme est un animal comme les autres, ou si au contraire vous êtes persuadé d'une exception humaine, vous ne serez pas sensible au même discours politique. De même que vous pensiez que l'homme est déterminé, ou au contraire si vous pensez que l'homme est libre, vous ne serez pas sensible au même discours politique. Ou si encore vous considérez que la vérité peut être atteinte, ou si au contraire vous pensez que la vérité est toujours relative, cela aura des conséquences sur votre rapport aux autres et au monde. Il est donc grand temps que nous prenions ensemble le temps de creuser ces questions. Mon travail va consister à sélectionner des grandes questions philosophiques, à les formuler, et dans chaque épisode, je vous lirai des grands textes de philosophes qui se sont positionnés sur ces questions. Ce sera ensuite à vous de démontrer votre position en commentaire, et je sélectionnerai les démonstrations les plus convaincantes en faveur de chaque position. Venons-en à la question qui va nous occuper dans ce premier épisode. La liberté existe-t-elle ? Dans ce premier épisode, je vous demande donc de vous positionner sur cette question, la liberté existe-t-elle ? Et pour nourrir votre réflexion, je voudrais vous lire deux textes, le premier de Spinoza, le second de Descartes, qui se sont tous deux positionnés sur cette question. Commençons par Spinoza. J'appelle libre, quant à moi, une chose qui est et agit par la seule nécessité de sa nature, contrainte, celle qui est déterminée par une autre à exister et à agir d'une certaine façon déterminée. Dieu, par exemple, existe librement, bien que nécessairement, parce qu'il existe par la seule nécessité de sa nature. Vous le voyez bien, je ne fais pas consister la liberté dans un libre décret, mais dans une libre nécessité. Mais descendons aux choses créées, qui sont toutes déterminées par des causes extérieures à exister et à agir d'une certaine façon déterminée. Pour rendre cela clair et intelligible, concevons une chose très simple. Une pierre, par exemple, reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement, et l'impulsion de la cause extérieure venant à cesser, elle continuera à se mouvoir nécessairement. Cette persistance de la pierre dans le mouvement est une contrainte, non pas parce qu'elle est nécessaire, mais parce qu'elle doit être définie par l'impulsion d'une cause extérieure. Et ce qui est vrai de la pierre, il faut l'entendre de toute chose singulière, quelle que soit la complexité qu'il vous plaise de lui attribuer, si nombreuse que puissent être ses aptitudes, parce que toute chose singulière est nécessairement déterminée par une cause extérieure, à exister et à agir d'une certaine manière déterminée. Concevez maintenant, si vous le voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, pense et sache qu'elle fait effort autant qu'elle peut pour se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle a conscience de son effort seulement et qu'elle n'est en aucune façon indifférente, croira qu'elle est très libre et qu'elle ne persévère dans son mouvement que parce qu'elle le veut. Telle est cette liberté humaine que tous vantent de posséder et qui consiste en cela seul, que les hommes ont conscience de leur appétit et ignorent les causes qui les déterminent. Voilà donc pour la position de Spinoza qui cherche ici à démontrer que si nous nous pensons libres, c'est seulement parce que nous ignorons ce qui nous détermine vraiment. Venons-en à Descartes. Principe 37, que la principale perfection de l'homme est d'avoir un libre arbitre et que c'est ce qui le rend digne de louange ou de blâme. La volonté étant de sa nature très étendue, ce nous est un avantage très grand de pouvoir agir par son moyen, c'est-à-dire librement, en sorte que nous soyons tellement les maîtres de nos actions, que nous sommes dignes de louange lorsque nous les conduisons bien, car
Tout ainsi qu'on ne donne point aux machines qu'on voit se mouvoir en plusieurs façons diverses, aussi justement qu'on serait désiré des louanges qui se rapportent véritablement à elles, parce que ces machines ne représentent aucune action qu'elles ne doivent faire par le moyen de leur ressort, et qu'on en donne à l'ouvrier qui les a faites, parce qu'il a eu le pouvoir et la volonté de les composer avec tant d'artifice. De même, on doit nous attribuer quelque chose de plus, de ce que nous choisissons ce qui est vrai, lorsque nous le distinguons du faux par une détermination de notre volonté, que si nous étions déterminés et contraints par un principe étranger. Principe 39, que la liberté de notre volonté se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. Au reste, il est si évident que nous avons une volonté libre, qui peut donner son consentement ou ne pas le donner quand bon lui semble, que cela peut être compté pour une de nos plus communes notions. Voilà donc pour la position de Descartes qui apporte au débat un argument qui relève de l'éthique. C'est parce que nous sommes libres que nos actions peuvent être jugées bonnes ou mauvaises, et il apporte également un argument empirique. La preuve que nous sommes libres, c'est que face à chaque choix, face à chaque proposition, nous pouvons soit dire oui, soit dire non. Et maintenant, c'est à vous de vous positionner. La liberté existe-t-elle? Oui ou non, et surtout, pourquoi? Donc j'attends de lire vos démonstrations. Bien sûr, libre à vous de commencer par creuser cette question, en vous documentant, en lisant d'autres textes sur le sujet. Vous allez trouver beaucoup de choses, car comme toutes les questions philosophiques, elles ont été traitées longuement et depuis longtemps. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir ce que tout ceci va donner. Je vous donne 15 jours pour écrire votre petite démonstration. Faites cet exercice, c'est comme ça que nous allons collectivement améliorer la profondeur et la qualité de nos idées. Prenez soin de vous, et à bientôt.